Oui, quelquefois, les Japonais ne parlent pas trop. Ils n'aiment pas trop. Les Japonais n'aiment pas faire des... C'est un on n'a pas de temps, mais on sera là. On a répondu à l'adresse email. Voilà, c'est ça d'ailleurs. C'est pas forcément On y est tous? Merci d'être venus. Oui, bien sûr. L'étiquette parking, quand vous voulez, ne voulez pas payer le parking, vous le tamponnez sur la petite machine qui est là et vous pouvez sortir gratuitement. Pendant que j'y pense, événement mercredi, présentation d'un livre assez intéressant. Je ne vous dis pas lequel, ça vous obligera à regarder les flyers. Ils sont ici, venez le voir. C'est assez intéressant, vous verrez. Voilà. Jean-Louis n'est pas là ce soir, il est en France, il visite la mère patrie, qui apparemment a besoin de soutien ces derniers temps, paraît-il. François est à Boston. Voilà. Donc j'interviewerai ce soir notre hôte, qui va se présenter. Jean-Claude Gincal. Voilà. Jean-Claude travaille pour Siemens et Panasonic. En tant que VP America Research and Development. Très bien. Comme vous pouvez le constater immédiatement, je ne suis pas Jean-Louis. Donc le format va peut-être être un petit peu différent ce soir, mais on va quand même respecter les grandes traditions. Où es-tu né? C'est une devinette, je sais que je suis né. Normalement on dit né, et la bonne réponse est oui, mais bon. Oui, mais... Toulouse. Ah. Tu es resté longtemps à Toulouse? Pas mal de temps, oui. 23 ans, 24 ans. Non, 21 ans. Et ensuite, j'étais à Nancy. Très bien. Au nord. Ça c'est différent quand même. Très différent. Pas le même climat. Non, pas la même nourriture. Pas la même nourriture. Mais la choucroute, c'est pas mal aussi. C'est bon, c'est bon. J'ai des grands souvenirs de cassoulet. Très bien. Et donc, pourquoi tu es parti à Nancy? J'ai fait les classes préparatoires et après les classes préparatoires, j'ai été dans une école d'ingénieurs de Nancy, l'ANSEM. Et à ce moment-là, je ne savais pas très bien ce que je voulais faire. Et donc, j'avais fait des matériaux physiques pendant pas mal de temps. Et j'ai choisi une école où je n'avais pas de décision à faire. Où je pouvais faire un petit peu de tout et décider plus tard. Oui, c'est ce qu'on a tous fait, je crois. Voilà. Tu as pris le classement qui allait à peu près dans ce qui ne te forçait pas à faire quelque chose par la suite. Et en fin de compte, si je vais le passé, c'était une bonne décision. Parce que j'aurais jamais pensé que j'aurais fait ce que j'ai fait. Tu aurais peut-être fait quand même. Hein. Et pourquoi mathématiques supérieures et pas une CAN, une prépa HEC? Oh, parce que j'aimais bien les maths et j'aimais bien résoudre des problèmes et j'aimais bien avoir des challenges et les maths me permettent de faire ça. Ok, fair. Et donc, maths P, école d'ingénieur, et à la fin de l'école d'ingénieur? À la fin, en fin de compte. La dernière année de l'école d'ingénieur, j'ai fait un DEA. Oui. En fait, je voulais faire de l'électronique. Après la première année et deuxième année. Mais il s'avère que j'ai eu un professeur d'électronique qui m'a donné l'impression que c'était comme la cuisine. On met un transistor ici, etc. Et des fois ça marche. Et des fois ça marche. Et je me suis dit, en fin de compte, c'est pas ce que je veux faire. Moi, je suis plus logique, je suis plus essayer de trouver pourquoi les choses marchent comme elles marchent. Et donc, la dernière année d'école d'ingénieur, j'ai fait un DEA d'informatique à Nancy, en même temps que la troisième année d'école d'ingénieur.
Et c'est là que je me suis dit, ben, en fin de compte, je veux faire de l'informatique. Informatique dans le sens logiciel, Informatique, ou structure, hardware. En fin de compte, les deux. Ce qui m'a intéressé, c'est effectivement de faire des programmes, de logiciels, mais aussi de l'aspect plus embedded, l'aspect plus microprocesseur. Et en fin de compte, après le laboratoire d'informatique, j'avance, j'ai eu un poste au CNRS où j'étais en charge de créer un laboratoire de microprocesseurs pour le CNRS et l'Université de Nancy. Donc tu penses que la programmation logicielle, c'est quelque chose de déterministique et que ça produit 2 fois de suite le même résultat? Oui. Il y a des informaticiens dans la salle? Bon, d'accord. Oui, ok. Et donc, logiciel. Oui. Création d'un laboratoire, juste à la sortie de l'école d'ingénieur. Oui, juste à la sortie de l'école d'ingénieur, en fin de compte, j'avais un professeur de DEA qui avait un poste CNRS et qui m'a demandé si je voulais prendre le poste CNRS. Et donc c'était vraiment le début, je dirais, des DSP, Texas, NEC, etc., le TMS 320, non, je ne sais pas si certains se rappellent, mais c'était un professeur qui avait un poste d'informatique à l'Université de Nancy et qui faisait aussi de la recherche en parole et en reconnaissance de parole. Et en reconnaissance de parole, comme il y a pas mal de signal processing à faire, les DSP étaient quelque chose auquel il s'intéressait. Et c'est le lien, je dirais, avec le laboratoire d'informatique de microprocesseurs. C'était vers quelle année ça? C'était en 82, je crois. Ok. D'accord, très bien. Et donc, laboratoire, pendant combien d'années? Le temps de faire une thèse? Non, en fin de compte, je ne voulais pas faire une thèse. J'étais en charge d'un laboratoire d'informatique et de microprocesseurs, et ça m'intéressait. Et c'est ce que je faisais, mais en même temps, ce même professeur me poussait à faire une thèse, une thèse dans le domaine qui m'intéressait, qui était la reconnaissance de parole. Et au début, j'étais bien occupé à créer ce laboratoire et à faire des choses intéressantes. Et c'est pas quelque chose qui m'intéressait vraiment. Mais après 4 ou 5 ans, je me suis, je dirais, laissé tenter. Mais je me suis laissé tenter à une condition, c'est de pouvoir faire de la recherche aux États-Unis. Et c'est comme ça que je suis venu aux États-Unis. J'ai commencé ma thèse et j'ai demandé à ce professeur de m'introduire à un certain nombre de sociétés. C'était une personne très, je dirais, très influente dans le domaine de la parole au niveau mondial. Et donc, il m'a introduit à un certain nombre de sociétés sur la côte ouest. Et je me rappelle, j'ai écrit un certain nombre de lettres à un certain nombre de sociétés. Il y en a une qui m'a répondu, oui, c'est bien, vous pouvez venir. Et j'ai regardé la carte des États-Unis, je me rappelle, c'était à Santa Barbara. Je me suis dit, à côté de l'océan, pourquoi pas? C'est pas mal, j'y vais. Pour un an. C'est comme ça que je suis venu. Très bien. Et la reconnaissance de parole, c'est quoi le problème? Oui, il y a beaucoup de problèmes. Enfin, c'est une reconnaissance de forme. Et donc il y a des modèles et on essaye de comparer quelque chose qu'on vient d'acquérir à un modèle qui est dans la base de données. Et le modèle a évolué d'année en année. Ça a été un modèle plus paramétrique et ensuite un modèle statistique, etc. Mais c'est une reconnaissance de forme. Mais reconnaissance de forme au niveau du moteur de reconnaissance, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la reconnaissance de parole, comme la paramétrisation de la parole, comment représenter la parole, qui est des 0 et 1, qui est un signal analogue qui est digitalisé, mais ensuite qui est transformé en un certain nombre de paramètres. Et donc, rien que la transformation d'un signal en paramètre, c'est un problème en temps très très important. Ce n'est pas uniquement la partie reconnaissance, mais c'est toute une chaîne. Et pourquoi la parole m'a intéressé? C'est parce que c'est un domaine multidisciplinaire où on a besoin de reconnaissance de forme, si on veut,
mais aussi du traitement de signal, mais aussi de l'aspect plus connaissance de l'oreille, comment l'être humain, en fin de compte, paramétrise la parole. Et donc c'est un domaine qui est vraiment très large. Ce n'est pas uniquement de l'informatique, c'est tout un certain nombre de domaines qui se rejoignent pour pouvoir connaître la parole de façon adéquate. Donc c'est plutôt un domaine qui est à l'intersection entre du logiciel pur, de l'informatique, et quelque part ce qu'on appelle ici le deliberable art, essayer de comprendre un peu l'intrinsèque de ce qui est véhiculé par des mots, descendre sur les phonèmes. Et hardware, je dirais aussi. Parce que les plus grands progrès qui ont été faits au niveau de la parole, c'est justement la parallélisation des clusters, etc., qui ont permis de manipuler des données de plus en plus importantes, de telle façon qu'on puisse avoir des modèles qui sont de plus représentatifs. Donc le but de la reconnaissance de la parole, c'est de partir de quelqu'un qui parle, donc un signal qui plus ou moins analogue en fait à l'origine, et arriver à écrire la phrase ou arriver à la comprendre. Au début, ça a été d'arriver à écrire la phrase, mais on s'aperçoit que si on s'intéresse uniquement à la transcription de ce qu'est la parole, on n'arrive pas à résoudre le problème. Il faut travailler à un niveau plus important, qui est la partie modèle du langage, par exemple, ou la partie compréhension, pour arriver à faire un travail qui est intéressant. Et ça veut dire quoi comprendre ? Comprendre, ça veut dire donner un sens à ce que l'homme a dit. Donc uniquement transcrire en mots, si je dis ce tableau est joli, uniquement pouvoir écrire les lettres qui correspondent à ce que j'ai dit, c'est pas suffisant. Non. C'est comprendre ce que j'ai bien pu vouloir dire. Oui, tout à fait. Et on fait ça comment avec un ordinateur ? Il faut déjà avoir une représentation du monde dans lequel on est, ou du contexte dans lequel on est, et arriver à modéliser, en fin de compte, l'ensemble des choses qui ont un sens dans ce domaine, pour pouvoir prendre, je dirais, une phrase et essayer de faire un mapping avec l'ensemble des choses que l'on peut comprendre dans ce domaine-là. Merci. Donc Santa Barbara, je connais un petit peu l'endroit, pour des raisons diverses, j'ai une fille là-bas. C'est assez joli comme endroit. Ça avait surtout à l'époque la réputation, j'ai un très bon ami qui étudiait, enfin qui était étudiant, pardon. Il y avait une différence à faire. C'était assez, un peu la réputation de la Party University à l'époque, Santa Barbara et la région. Oui, c'est vrai. D'accord. Je pense que ça a évolué dans les années, effectivement, que j'ai vécu à Santa Barbara. Il y a de très très bons domaines, l'université dans les domaines, par exemple, de signal coding, physics, et plus récemment, biologie, etc., qui sont vraiment très très bons. Mais bon, Santa Barbara, c'est ce qu'elle est. C'est une très très belle ville où c'est idyllique, je dirais. Je suis venu pour un an au départ, et j'avais pris un détachement du CNRS et j'ai pas pu résister. Je suis revenu en France passer ma thèse et la société dans laquelle j'étais m'a demandé de revenir et j'ai pas hésité. Je suis revenu à Santa Barbara parce que c'est vraiment une très 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 belle ville. J'ai vécu 15 ans à Santa Barbara. C'était quelle société ? C'était Panasonic. Déjà. Oui, Panasonic. Et je devine les questions peut-être. J'aurais jamais pensé que je serais resté tant de temps à Panasonic. Je suis venu à Panasonic, oui, pour un an, comme je l'ai dit. Et ensuite, c'est un petit peu la façon dont ma carrière a évolué. J'ai jamais pensé à 10 ans ou à 15 ans. J'ai toujours pris la vie comme elle venait. Et puis, je me suis dit, essayer de faire le maximum et surtout de poursuivre ce que j'avais envie de faire. Et j'ai eu la chance que
l'endroit où j'étais m'a permis d'évoluer dans tout un certain nombre de choses qui m'ont satisfait, et c'est pour ça que je suis là où je suis. Donc tu arrives dans un laboratoire. Ouais. Avec beaucoup d'Américains, je présume, dans ce laboratoire. Non, en fin de compte, c'est un laboratoire vraiment multiculturel. Il y avait des Américains, mais il y avait des Japonais, il y avait des Tchèques, il y avait des gens d'un petit peu toutes les nationalités. Et depuis que je suis arrivé aux États-Unis, j'ai toujours en fait travaillé avec des gens d'un petit peu partout. Des Chinois, des Indiens, d'un petit peu partout. Donc tu commences, tu es chercheur débutant. Il se passe quoi? Il se passe que je me rends compte tout d'un coup qu'on peut faire des choses. Et que je suis arrivé aux États-Unis du CNRS où si je travaillais ou si je ne travaillais pas, c'était à peu près la même chose. Il n'y avait pas beaucoup de différence. J'avais un poste. Et je suis arrivé aux États-Unis et tout d'un coup, si j'avais envie de faire des choses, on me proposait des moyens, on me proposait des opportunités, etc. Et je me suis dit, ça c'est différent. Avant, il fallait que je me batte pour acheter une imprimante et pour être sûr que je suive la façon de l'acheter, si vous voulez, mais c'était pas si simple. Et tandis que là, c'était pas un problème d'acheter une imprimante. Tu veux une imprimante, tu as une imprimante. Tu veux faire ça, tu veux faire ça. Et si tant qu'on faisait des choses intéressantes, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de barrière et on pouvait faire ce qu'on voulait. C'était dans les années 80, 81, 82, et où les laboratoires de recherche industriels avaient pas mal de moyens, notamment les laboratoires japonais, qui établissaient des laboratoires de recherche un peu partout dans le monde, et on était limité que par ce qu'on pouvait faire. Et donc ça, c'était quelque chose de tout à fait nouveau pour moi, et je me suis dit, ça c'est intéressant, et c'est pour ça que je suis resté. Alors qu'est-ce que tu as fait? Ouais, ce que j'ai Si fait, on peut en parler. Pas toujours parler de ce qu'on fait dans une société. non, ce que j'ai fait, j'ai fait de la recherche. Et en fin de compte, je me suis rendu compte, j'aurais jamais pensé que c'était la recherche qui m'intéressait. Quand je suis sorti de l'école d'ingénieur, c'était, bon, comme je le disais, j'ai créé un laboratoire de microprocesseurs, etc. Mais c'était pas d'essayer d'aller vers les frontières de ce qu'on veut faire, d'innover. Et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, ça m'intéressait. L'innovation et créer des choses qui ne sont pas possibles, créer de nouveaux algorithmes, par exemple. Et au début, ce qui m'intéressait, c'était de publier, de créer des brevets, etc., d'essayer de vraiment faire des choses nouvelles que personne n'avait fait. Et ça m'a vraiment intéressé. Pendant, je dirais, les 10 années, je dirais les premières 10 années que j'ai passées à Santa Barbara, ça a été d'essayer de bouger le state of the art de ce qu'on pouvait faire en parole. Et je pense que j'ai réussi à le faire. J'avais, je dirais qu'au niveau parole, j'étais bien reconnu dans ce que je faisais au niveau mondial. Et ça m'intéressait. Et jusqu'à un certain moment, parce qu'ensuite ça a évolué. Et le monde de la recherche a évolué. Mais au départ, c'est ce qui m'a vraiment intéressé, d'essayer de faire des choses que personne n'avait fait. Et tu n'as jamais eu envie de partir ailleurs, de voir un autre laboratoire? Il y avait quand même beaucoup de laboratoires sur la côte ouest à l'époque. Je suis allé au Japon. Il y avait le parc. Du Santa Barbara, en fin de compte, je
crois que je suis arrivé en Santa Barbara en 86 ou 87 et en 91 ou 12, j'ai été au Japon pendant un an et demi. Et donc j'ai travaillé sur un système de dialogue c'était un monde tout à fait différent. Et je me suis rendu compte, en fait, quand j'étais à l'université de Nancy, je donnais des cours aussi au CNRS, parce que le CNRS, le laboratoire CNRS était à l'intérieur de l'université de Nancy. Je donnais des cours à l'université à des ESS, l'équivalent de master. Et j'aimais pas faire le même cours 2 fois ou 3 fois. 2 fois ça allait parce que la première fois on le fait à peu près, la deuxième fois on le fait un petit peu mieux, mais ensuite on le connaît. Et donc j'aimais pas faire la même chose trop longtemps, mais je me rendais pas compte à ce moment-là qu'en fin de compte c'était ce qui m'intéressait, de faire des choses. Et je crois que dans tout ce que j'ai fait depuis ce moment-là jusqu'à maintenant, ça a été vraiment d'évoluer et d'essayer de trouver de nouveaux challenges. Et pour moi, aller au Japon, par exemple, en 92, ça a été avoir un nouveau challenge, que ce soit la langue, la culture, le travail, les gens avec qui j'étais, etc. Et ça m'a intéressé. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle je suis toujours à Panasonic, c'est parce que j'ai trouvé toujours de nouveaux challenges qui me permettaient de faire ce que je voulais faire. Tu as appris le japonais un peu? Oui. D'accord. Ce qui aide beaucoup quand même au Japon. Beaucoup, oui, tout à fait. Autrement, on est un peu perdu. Non, c'est vrai que beaucoup de gens parlent. Mais je me rappelle quand même arriver devant un ATM, mettre ma carte et me dire comment je prends mon argent. Très difficile. J'ai un souvenir ému de métro au Japon où j'étais monté dans une station avec les noms en anglais et en japonais. Et au bout d'une station, il n'y avait plus que du japonais. Je connaissais phonétiquement le nom de la station à laquelle il fallait que je descende et ça ne m'aidait pas beaucoup. Non, tout à fait. Heureusement, les Japonais sont charmants. Et c'est là qu'on s'en rend on donne tout le sens à être perdu. Je dirais, c'est tout à fait quelque chose de tout à fait différent. Tu étais où au Japon? J'étais à Osaka, qui est le siège social de Panasonic. Donc 10 ans de recherche, de 1 an et demi, 2 ans au Japon, et après? Et ensuite, je suis revenu à Santa Barbara où j'ai pris la direction du laboratoire de reconnaissance de parole. Et donc, on a fait tout un certain nombre de choses. Et notamment introduire la parole dans un certain nombre de produits de Panasonic. Mais en 2004, on m'a demandé d'aller au Japon pour prendre la direction du global de Panasonic au niveau parole entre le Japon, la Chine et les États-Unis. Et donc pour ça, il fallait que je sois au Japon. Et donc je suis allé au Japon pendant 2 ans pour justement être à la tête de cet effort. D'accord. C'est une belle expérience, un beau souvenir, le Japon. Tu y retournerais? Oui. Pour 1 ou 2 ans, pas tout le temps, parce que c'est pas facile tout dépend de ce que l'on cherche. Le Japon, c'est un pays très intéressant, où il y a beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à comprendre, mais au niveau professionnel, si on n'est pas un japonais, c'est pas toujours facile d'avoir les responsabilités que l'on veut avoir, et bon, c'est normal aussi. Très implicite, le Japon. Il faut connaître la culture pour arriver à naviguer, je dirais, notamment dans les grandes sociétés. Et donc, c'est relativement limité ce qu'on peut faire. Et donc,
Pour une expérience, c'est vraiment très intéressant. Une vie, c'est peut-être plus difficile. Et donc, après avoir dirigé le laboratoire à Santa Barbara, on t'a proposé d'aller ailleurs. J'ai été au Japon, mais ensuite du Japon, Panasonic voulait créer des activités sur la côte ouest des États-Unis, à Silicon Valley. Et donc, on m'a demandé de démarrer les activités de R&D pour Panasonic sur la côte ouest. Et c'est pour ça qu'en 2006, je crois que je suis venu ici. Et donc, démarrer les activités de Panasonic sur la côte ouest. Et c'est ce que tu as continué à faire, et maintenant tu es dans la continuation de ce que tu avais commencé à l'époque. Oui, je crois que c'est très, très différent. Beaucoup de choses avaient évolué. J'ai du moment où j'avais commencé, je dirais, la recherche à Panasonic et où on m'a demandé de démarrer les choses sur la côte ouest, c'était plus la technologie, c'était plus l'utilisateur avait une part beaucoup plus importante dans l'innovation. Donc l'innovation a complètement changé. C'était plus innové au niveau technologique, c'était plus innové au niveau user experience, au niveau business model, etc. Et donc la façon d'innover avait complètement changé par rapport à ce qu'elle était il y a une vingtaine d'années. Et donc c'est ce qui m'a intéressé. Ce qui m'a intéressé, c'était de trouver une nouvelle façon d'innover qui n'était pas uniquement au niveau... dans le passé, c'était Panasonic, par exemple, misait sur la reconnaissance de parole, établissait un laboratoire de reconnaissance de parole et on essayait d'innover dans la reconnaissance de parole. Là, c'était plus très, très large. Innover, créer de nouvelles opportunités, créer de nouveaux business pour Panasonic dans n'importe quel domaine, en utilisant des technologies d'innovation qui étaient plus adaptées, je dirais, au monde dans lequel on vit maintenant, comparé à ce que c'était avant. Alors, tu parles d'innovation, c'est quoi pour toi l'innovation? C'est une succession de hasards à laquelle on donne un sens a posteriori, ou c'est une méthode qui permet d'aboutir à un résultat? C'est un process, c'est un processus. L'innovation. L'innovation, elle n'est pas... Bon, quelquefois on a de la chance, mais il faut la provoquer, la chance. Et donc, c'est un processus pour innover. Et je sais que c'est un de tes sujets. Disons que, oui, j'ai des sources. Ce qui m'a beaucoup intéressé, et à l'époque on était, je dirais, pionniers dans ce domaine-là, ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de comprendre davantage ce que les gens veulent et ce qui intéresse les gens. Et donc de mettre la personne à qui on vend ces choses-là au centre de ce qu'on voulait faire. Et donc des choses comme ethnographie, des choses comme observation, des choses comme business model sont devenues très très importantes. Et donc ce qu'on a fait quand on a créé le centre ici, c'est de changer complètement le modèle. Avant, c'était on focalise au niveau de la technologie, on crée un breakthrough et ensuite on crée un business, une Blu-ray, DVD, etc. Là, c'est tout à fait la façon dont ça s'est passé. Ce que j'ai fait quand on est venu ici, c'est de se dire, est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'il y a un client qui va accepter de payer pour ce besoin? Et est-ce qu'il y a un business que l'on peut créer autour de ce besoin? Et à partir de là, si la réponse est vraie, quelle est la technologie qui va permettre de le réaliser? Et donc c'est plus essayer d'avoir un match entre la technologie, le besoin et le business, au lieu de focaliser sur la technologie au départ. Est-ce que tu crois que le client est capable d'identifier son besoin? Non, c'est pour ça qu'on utilise des technologies d'ethnographie, qui ne sont pas de demander au client qu'est-ce qu'il veut, mais plus d'observer le client dans son environnement pour essayer de déduire quels sont les problèmes qu'il a et quelles sont les solutions qu'on peut apporter aux problèmes que l'on voit.
Intéressant, enfin, je ne te reprendrai pas qu'il y a différentes écoles dans la Silicon Valley sur le sujet. Oui. La société qui m'emploie et qui me fait l'honneur de me payer régulièrement a une approche un peu différente sur tout ce qui est création et innovation. Pas création, mais innovation. Avec la blague classique, c'est de dire, c'est la citation je crois que c'était Ford, si on avait demandé aux gens ce qu'ils voulaient au début du XXe siècle, ils auraient dit je veux des chevaux plus rapides. Ils n'auraient pas demandé des voitures. Et Mais personne n'avait demandé d'iPhone. Mais ça, c'est pas de l'ethnographie, c'est Non. plus de user survey ou focus group. On ne croit pas à ce genre de choses aussi. Mais l'idée, c'est de pouvoir observer les gens dans leur environnement et d'essayer de voir qu'est-ce qui peut les aider. Donc c'est ton focus actuellement. Tu es moins centré, si j'ai bien compris, sur la reconnaissance de la parole, et plus sur l'innovation en général. Oui, l'innovation. Comment pousser C'est quoi le futur pour toi à 5 ans? Tu te vois où et tu vois où notre industrie? Notre industrie, c'est très large. Je fais des choses dans le domaine de l'automobile, de l'aviation, de consumer electronics, de donc, en fonction de ce à quoi on va, la plupart des gens. Alors la pièce, l'automobile, pour voir. Ouais, l'automobile, c'est relativement. Il y a des choses vraiment très très intéressantes à faire. Autonomous car, c'est tout à fait, c'est vraiment un domaine qui est. Oui, tout à fait. Et c'est un domaine très très intéressant. Et pourquoi? Parce que la voiture devient connectée. Comme la voiture devient connectée, c'est la même chose que robotics, par exemple. Il y a tellement de choses. C'est la même chose qui est arrivée à la reconnaissance de parole. Pourquoi la reconnaissance de parole a fait des progrès très intéressants? C'est parce que le cloud est venu apporter des ressources très très importantes, avoir des modèles qui permettaient de reconnaître de façon plus précise. Et au niveau de la voiture, au niveau des robots, etc., c'est exactement la même chose qui se passe. C'est ressources illimitées, mémoire illimitée, et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc la parole, l'automobile, avec la voiture qui est connectée, les sensors qui deviennent de plus en plus performants, qui coûtent beaucoup moins cher, ça permet d'arriver aux nouvelles technologies qui vont être disponibles dans la voiture. Tu vois ça à quel horizon? 2 ans, 5 ans, 10 ans? Si je me fie à Google, ils disent 2020. On peut leur faire confiance, on ne demande pas. Je pense que ça arrive rapidement. C'est toujours difficile de faire un pronostic dans ces nouvelles technologies, mais ça évolue de façon très très rapidement. Très très rapide. Ce qui va être compliqué, je crois, ça va être... Et c'est regulation, etc., qui comme au niveau de la santé, healthcare, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Il y a tellement de choses à faire. En ce moment, justement, on travaille à ce niveau-là. Mais bon, c'est un domaine très régulé ça va dépendre beaucoup de comment ces régulations vont avancer. Et puis il y a un parc établi, ça va peut-être pas être facile de faire coexister le parc établi et les voitures legacy. C'est vrai. Et toi, tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, je l'ai dit au départ, je ne vois pas 5 ans ou 10 ans. Je travaille maintenant sur ce que j'ai fait. Non, je ne sais pas. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment je dis souvent en anglais, to innovate innovation, et de vraiment essayer de trouver de nouvelles façons de faire les choses
avec moins d'argent et avec des succès qui sont plus rapides. Donc je me vois toujours, je dirais, dans ce domaine-là, mais évoluer par rapport à ce que l'on fait maintenant. Bravo, très très bien, merci. Quelque chose à ajouter? Non, je suis sûr qu'il y a probablement beaucoup de choses à ajouter, mais c'était relativement... On va se tourner vers la salle, il va y avoir des questions. Déjà, on l'applaudit. Hein. Allons. Oui, John. Moi j'ai une question. Je viens de finir le bouquin de Ray Kurzweil sur How to Build a Mind. Vous l'avez lu? Et sa théorie, c'est que l'intelligence, en fait, c'est pas tellement compliqué, on sait faire. Et qu'on est en train de se fabriquer, on a un cortex, on a un néocortex, on est en train de se fabriquer sur le cloud un nouveau néocortex qui va faire qu'on va être encore plus intelligent et plus capable de voir des environnements. Et donc, downloader du cloud une intelligence qu'aucun être humain ne peut posséder. Vous y croyez ça? Ça va prendre pas mal de temps, je pense, mais la possibilité qu'il y a dans le cloud de traiter des données que aucun être humain ne peut traiter est là. Pensez par exemple à tout ce qui peut se passer au niveau santé. Si au niveau santé, si on arrive à ce que peut faire un docteur, par exemple, si on arrive à mettre tout un certain nombre de données ensemble d'une population relativement importante et d'essayer de découvrir des tendances que aucun être humain ne peut faire. Parce qu'aucun être humain ne peut avoir accès à ces données-là. On peut faire des choses qui dépassent ce que peut faire l'être humain. Ça, j'y crois tout à fait. C'est un petit peu comme l'avion par rapport à marcher. Oui. En tant que... Moi, je suis plutôt littéraire et linguiste, et je n'ai pas encore été satisfaite des techniques de traduction par l'ordinateur. Comme vous avez parlé de la reconnaissance de la parole et est-ce qu'il y a eu tellement de progrès, je n'arrive pas vraiment à être satisfaite et j'aimerais bien l'être. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, mais ce qu'on oublie souvent, c'est à combien la traduction automatique est liée à des domaines de haut niveau, comme le contexte par exemple. Voilà. Si on sait représenter le contexte, sans le contexte, on peut rien faire. Enfin, on peut faire un certain nombre de choses, mais c'est relativement limité. Et donc les progrès qui vont être faits dans ce domaine-là vont être dus à justement augmenter les informations de haut niveau qui vont être amenées pour pouvoir justement faire un travail qui est raisonnable. Et l'humour? Comment? Et l'humour. Et l'humour, oui, tout à fait. Mais l'humour est très lié à la culture, etc. C'est tout à fait lié à aussi des domaines de haut niveau. On peut faire un certain nombre de choses, mais relativement limitées. Merci, Ouais. Merci. C'est vrai que ça va être compliqué dans le futur, parce que quand on voit que les traductions des diapos sont plus intéressantes en français que le texte original, parce que ça a été traduit par Baudelaire, c'est mieux écrit en fait en français que ça l'est en américain, enfin c'est personnellement mon sentiment. Ça peut donner des conséquences intéressantes d'avoir des bonnes traductions. Ouais. Et ça va être difficile de faire du Baudelaire avec un ordinateur. Il n'en est pas encore là. Mais c'est là que ça va, je dirais. C'est vraiment essayer d'intégrer cette connaissance, je dirais, qui ne sont pas directement liées aux mots, mais liées à la culture, liées au contexte, etc., qui vont permettre justement de faire des progrès intéressants. Mais c'est pas facile. Moi j'avais une question sur le Japon en fait, c'est
quand on regarde le monde, on voit l'Europe a besoin de se réinventer, a quelques soucis en ce moment. Mais le Japon, c'est un petit peu pareil. Moi, j'étais allé au Japon il y a 25 ans, j'avais été épaté par le dynamisme des gens extrêmement brillants, une grande concentration d'intelligence et de travail. Comment tu vois le Japon là, si tu étais l'empereur du Japon aujourd'hui, tu ferais quoi concrètement comme tu connais bien le Japon, comment tu vois l'avenir du Japon et comment tu vois ce pays évoluer dans les 10 prochaines années dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, qui bouge Le Japon était très puissant dans les années 80 ou autre parce que il n'y avait pas besoin, je dirais, de cette connaissance globale du monde. Et donc, on pouvait faire par exemple des produits au Japon qu'on vendait de façon massive, globale, et ça marchait. Mais maintenant, sans avoir une connaissance globale, c'est relativement difficile. On ne peut pas faire un marché uniquement au niveau du Japon, il faut vendre globalement, il faut avoir, par exemple, Panasonic avait un marché très important de mobile phone au Japon, avec NTT Docomo, etc. Très bon marché, etc. Mais ensuite, quand il a fallu passer au niveau global et avoir pour avoir du succès, je dirais, de façon globale, il faut avoir des collaborations avec du type AT&T. Il faut être global, il faut être une entreprise globale. Et là, c'est plus difficile. Et donc, je pense que les problèmes du Japon, ça a été justement de globaliser toutes ces grandes sociétés, que ce soit au niveau de la langue, que ce soit au niveau de la façon de faire du business. Ça ne se fait pas de la même façon au Japon et dans les autres sociétés, dans les autres pays. Et donc ça, c'est le problème, je dirais, que le Japon a rencontré, qui est de globaliser toutes ces grandes sociétés qui faisaient la grandeur du Japon. Bon, ça avance, mais je dirais que ça a été relativement lent par rapport à l'évolution, je dirais, du monde de façon générale. Et c'est pour ça que le Japon a perdu un petit peu de sa suprématie dans les années qu'on a vécues. Merci. Concernant la France, par exemple, la Comment même question, mais concernant la France, comment vous verriez dans 10 ans la France? La même question. Ben, la France, Merci pour cette excellente question. non. La France a toujours eu de très très bons, je dirais, chercheurs, innovation, etc. Mais la France n'a pas toujours réussi à valoriser. Et on sait ce que la France a fait. Je vois pas mal de progrès en France au niveau de entrepreneurship, start-up, etc. Le nombre de start-up qui viennent ici, qui essayent de globaliser, non pas uniquement de rester en France. Je pense que c'est une très très bonne chose. Et donc, je pense que le succès de la France dépendra justement de la façon dont la France va se globaliser. Je pense que c'est vrai pour pratiquement tous les pays. On vit dans un monde global. Et si on essaye de garder uniquement les valeurs et je dirais les atouts que l'on a dans le pays où on vit, ce sera très très limité. Et donc si la France ou le Japon s'adaptent, je dirais, au monde global, il y a un futur. Autrement, ce sera difficile. Donc c'est avec l'Europe. L'Europe, le monde, c'est pas uniquement l'Europe, c'est l'Asie, c'est les États-Unis, je pense qu'il faut voir les choses de façon globale. Si on ne les voit pas de façon globale, c'est difficile. Tout est lié en ce moment. Très intéressant.
avez fait beaucoup de recherches dans votre vie professionnelle et je voulais savoir s'il y avait une découverte ou un produit qui soit allé jusqu'à la phase de commercialisation globale et que vous soyez fiers. Oui, s'il n'y avait pas eu de produit, je ne sais pas si ce serait là. Si, mais tu travailleras pas. Oui, peut-être que je ne travaillerai pas pour Panasonic. Il y a tout un certain nombre de choses, que ce soit au niveau connaissance de parole que l'on a fait, ou dans d'autres domaines, depuis que je suis venu en Silicon Valley, que ce soit des systèmes de téléphone, que ce soit des systèmes reliés à la télé, qui aboutit au niveau global. Des systèmes de reconnaissance de parole que l'on a développés à Santa Barbara ont été intégrés dans des systèmes des consoles de jeux, etc., qui ont été vendus au niveau global. Je crois que notre autre ne le dira pas parce qu'il est modeste, mais il se trouve que je connais une ou deux autres personnes de ce domaine-là. C'est un tout petit monde en fait. Il n'y a pas grand monde. Voilà. Ils se connaissent tous. Il y a plusieurs Français en plus là-dedans. Beaucoup de Français. Il y en a même un à Apple. Ah oui, il est toujours là. Mais il y avait lui qui à un moment qui était là, enfin la Siri chez Apple, on fait un peu la reconnaissance de parole. Entre autres, il y a les deux pendants. Il y a la reconnaissance de parole avec Siri qui est un domaine, et il y a la gestion contextuelle de la question, qui est encore un autre problème. Je peux vous garantir que j'ai regardé une fois la tronche des algorithmes. C'est intéressant pour rester poli. C'est une complexité, c'est fantastique. C'est fascinant. Fascinant. Mais il y a très très peu de gens qui comprennent un peu ce qui se passe dans ce domaine-là. Mais c'est certainement un des grands avenirs. C'est la discussion qu'on avait, je pense qu'on peut la partager. C'est intéressant, justement, parce que je travaillais en organisation de parole il y a 25 ans et c'était vraiment, je dirais, le départ. Ensuite, la reconnaissance de parole, beaucoup de sociétés ont investi et se sont rendu compte, quand la situation économique est devenue plus difficile, on ne fait pas beaucoup d'argent avec la parole. Et donc, pas mal de sociétés ont diminué les efforts dans ce domaine-là. Et puis, tout un certain nombre de choses comme Siri qui sont revenues et pas mal de sociétés se sont rendues compte, en fin de compte, on peut faire des choses avec la parole. Et donc, c'est reparti. Donc, c'est vraiment des courbes avec des sommets et des creux. Mais en ce moment, la parole est de nouveau, je dirais, un des domaines très intéressants dans l'automobile, dans le consumer électronique, dans pas mal de domaines pour les sociétés. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de consolidation qui s'est faite quand justement la situation économique n'était pas très bonne. Et donc, au lieu d'avoir, je dirais, 50 sociétés travaillant sur la reconnaissance de parole, il y en a 3 ou 4 grandes sociétés maintenant qui développent les moteurs de reconnaissance au lieu d'en avoir 50. Je crois qu'on a un peu le même problème que dans les moteurs de recherche. C'est-à-dire qu'il y a l'algorithme du moteur de recherche qui est important, mais il y a aussi toute la métadonnée qui est à côté, et sur laquelle on ne peut rien faire, je pense, quand la reconnaissance. Oui, et quelque chose qui a été sous-estimé, on n'a pas compris la parole au départ, parce que la parole c'est quelque chose d'incertain, c'est pas quelque chose qui marchera à 100%. Et donc, au départ, beaucoup de gens ont essayé de remplacer un bouton sur une télécommande, par exemple, par la parole. C'est la chose qui n'est pas la bonne chose à faire, parce qu'un bouton, ça marche tout le temps, et la parole, ça ne marche pas tout le temps. Et donc, ce n'est pas la bonne application. Et donc, les gens ne se sont pas rendus compte à quel point il fallait comprendre ce à quoi la parole pouvait contribuer. Et ça, c'est quelque chose qui a évolué et qui, d'une certaine façon, évolue encore. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la parole? Et si la réponse, c'est de remplacer quelque chose qui marche très bien par la parole, il y a un problème, parce que ça ne marchera jamais aussi bien. Et donc, ce qu'il faut, c'est justement essayer de trouver des applications et des domaines d'applicabilité de la parole qui
colle bien à ce que la parole peut faire. Et ça a été vraiment sous-estimé. C'est pour ça que beaucoup d'applications qui ont été développées n'ont pas été des succès. Donc c'est plus facile de passer de la reconnaissance de la parole à l'écrit sur l'ordinateur. Parce que j'ai beaucoup d'étudiants, par exemple, qui sont dyslexiques ou tout ça, et donc qui me demandent ce que je pourrais trouver pour pouvoir parler à mon ordinateur et écrire ça. Ça se passe bien maintenant? Ça se passe mieux quand, si on essaye de reconnaître mot par mot, on fera toujours des erreurs. Ouais. Parce qu'il y a toujours un bruit, il y a des gens qui parlent en même temps, etc. Donc la reconnaissance mot par mot, c'est pas une bonne chose. Mais par contre, si on essaie de transcrire, et à partir de la transcription d'essayer de comprendre, même si on manque un ou deux mots ou trois mots, l'être humain fait la même chose. Oui. Et je ne sais pas si vous avez compris tout ce que j'ai dit, mais probablement un certain nombre de gens n'ont pas tout compris. Mais pourtant, le sens de ce que j'ai dit, etc., j'espère moi que ça a été compris. Et c'est un petit peu la même chose. Oui. C'est donc, en introduisant ces connaissances de plus haut niveau, on arrive à justement avoir une... Ça c'est merveilleux. Je crois que nous allons remercier notre invité. On a eu ce soir une présentation, pour moi, extrêmement intéressante, fascinante sur un autre monde. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci. Prochaine réunion le premier lundi du prochain mois. Je ne connais pas notre hôte. Nous demanderons à François et Jean-Louis. Je me chargerai de mettre ça sur le site web dès qu'on aura l'invitation. Je vous rappelle qu'on a ici les petits flyers que je vous recommande. Et je vous remercie beaucoup d'être venus. Continuez de profiter de ce qui reste. Je crois qu'il doit rester peut-être un verre de vin. Et à bientôt. Au revoir.